D'accord. Et comme Parce ça, qu'il on faut, n'a pas- on il vous faut voir ce interrompt qu'on pas. il faut voir ce qu'on entend d'habitude. Allez. Alors, bon, ben alors, de toute façon, Paul, même si, comme la serveuse n'est pas montée, on commence après, ça sera 6h30 de toute façon. On a commencé à l'heure. Hein. Parce que ça, j'y tiens, il faut commencer à l'heure. Hein. On commence à 6h30. On l'attend ou... Voilà, 6h30, donc on commence à l'heure. Vous le savez, notre café politique, comme d'habitude, notre 8e café politique. Alors, merci d'être venu. Merci et bonjour ou bonsoir selon le moment où ils se connecteront à nos amis du monde entier qui regarderont la vidéo, que Paul met comme chaque fois. Je l'en remercie, il est là. Merci pour les précédentes et merci pour celle-là. Merci à Alain que vous voyez à côté de moi. Ce soir, c'est lui qui va être l'âme de ce café. Alors, on en est très content parce que c'est la deuxième des 3 choses qu'on voulait faire en début d'année. Dès qu'on a commencé ce café, une chose a été faite tout de suite, c'est-à-dire mettre ces débats sur vidéo à la disposition de tout le monde. Vous savez qu'il y a environ 1 millier de connexions pour chacune de nos vidéos. Donc des amis se joignent à nous en France et à l'étranger. La deuxième chose commence maintenant avec la venue d'Alain, Antoine bientôt, Annie Laurent et puis l'an prochain, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Ce sont de nouveaux intervenants. Je vais peu à peu laisser la place à d'autres. C'est une bonne chose. Et alors une troisième chose qui n'a pas encore commencé, j'aimerais qu'elle commence bientôt et l'an prochain. On en parlait avec Alain tout à l'heure. Ça serait bien, je leur lance un appel, que nos amis justement de l'extérieur, de France, de l'étranger, qui regardent, qui se joignent à nous par le biais d'Internet, eh bien, envoient leur point de vue, leurs commentaires, leurs approbations, leurs critiques et tout, et qu'on construise, pour les prochains cafés, qu'on construise tout ou partie d'un ou plusieurs cafés, à partir d'approbations, de critiques, de commentaires de tel ou tel point qui a été dit par moi, par Alain, par Antoine bientôt, etc. Donc voilà, on avait 3 idées en tête, une a déjà été faite, une se réalise maintenant, la 3e est au point mort. Ça dépend de vous, chers amis, qu'elle prenne le corps, et je crois que ça serait un plus. Bien. Alors, ceci étant dit, nos prochains rendez-vous, je ne parle plus de Jeanne d'Arc, on l'a vu rapidement il y a 15 jours, donc rendez-vous le 7 juin. Pour les cafés politiques, nous avons encore 3 cafés cette année. Donc on sera passé de 0 l'an passé à 11, ce qui est quand même pas mal. Dans 15 jours, le samedi 9 avril, c'est Antoine de Crémier, que vous connaissez tous, et qui reviendra également le samedi 21 mai. Alors bien sûr, vous serez avisé une nouvelle fois par Internet. Donc dans 15 jours et le 21 mai, parce qu'il y a les vacances au milieu, les vacances cette année nous ont beaucoup dérangés. Alors Antoine a un sujet immense, la mondialisation, Babel effondré. Il se basera, entre autres, sur les livres de Jean-Pierre Dupuis, mais enfin, bref. Alors, comme Alain ce soir, Antoine, le 9 avril et le 21 mai, abordera un thème dont très vraisemblablement on ne viendra pas à bout en 2 cafés et qui sera très vraisemblablement repris l'année prochaine, puisque vous savez, c'est un peu comme aux échecs, il faut toujours avoir un coup d'avance ou 2 ou 3. On prépare déjà un programme pour l'an prochain, pour les cafés politiques de l'an prochain, et on vous réserve quelques surprises, je pense. Et enfin, le dernier café sera le 4 juin avec Annie Laurent, ce fameux café qu'on aurait dû faire avant. Le monde arabo-musulman brûle-t-il? Voilà. Donc, nos 3 prochains rendez-vous, dans 15 jours, samedi 9 avril, Antoine, la mondialisation. Samedi 21 mai, Antoine, la mondialisation, partie 2. 4 juin, le dernier, Annie Laurent. Alors, ce soir, Alain a souhaité que je présente rapidement lui-même et puis le sujet. Ensuite, lui animera donc le débat. Vous pourrez intervenir à chaque fois, c'est le rôle d'un café politique, que ça soit quelque chose de très très vivant. Je tirerai ensuite une rapide conclusion, mais on verra où on en est. Alors, donc, introduction, pourquoi cette réunion? Évidemment, vous le savez bien sûr, parce que la situation est grave, le sujet est grave, il est important, il touche évidemment à l'être profond de la France, de la nation française, du peuple français. Alors, c'est une phrase que vous avez souvent lue dans La Faute à Rousseau, qu'on emploie régulièrement, on n'est pas les seuls d'ailleurs, hein. La République, le système change le peuple, c'est une évidence. Étant bien entendu qu'évidemment, on va parler aujourd'hui ici de population nouvelle, la constitution physique du peuple français, mais il y a bien sûr 2 façons de changer le peuple. Il y a la façon, je dirais, entre guillemets, physique, comme on le voit actuellement dans nos rues, mais la pire des façons, chronologiquement la première, et qui est bien plus importante que celle-là, et qui est la cause de celle-là, c'est évidemment cette coupure révolutionnaire de 89, et ensuite cette instauration de la République idéologique qui, depuis 1875, mène une guerre idéologique, une guerre radicale, incessante, totale, contre toute
nos traditions, contre tous nos héritages constitutifs. C'est ça, changer le peuple français. Vouloir l'éloigner de tout ce qui a été son héritage spirituel, évidemment son héritage religieux au premier chef. La Révolution est d'abord antichrétienne et la République elle-même se veut une nouvelle religion de toute façon. On est bien d'accord là-dessus, ce qui l'empêche d'être au passage sainement laïque. La saine laïcité, elle ne peut pas le connaître puisqu'elle est elle-même une religion. Une guerre contre les héritages politiques, évidemment, quand ils ont voulu tuer le roi, on la cite souvent, cette phrase de Prosper de Barante, ils ont tué Louis XVI, pourquoi? Ils étaient tous en théorie contre la peine de mort, mais ils ont voulu tuer le roi parce que le roi était le roi, comme disait Saint-Just, je ne vois que deux solutions, il faut que cet homme meure ou règne. Et Prosper de Barante dit, c'est l'acte le plus tristement religieux de notre histoire. Ils mènent aussi une guerre historique, évidemment. La France commence avec eux dans leur mentalité, les soldats de l'an 2, tout ça. Actuellement, on vote. Les cantons, les élections cantonales, on vote pour les départements. Ces départements qui ne sont pas en soi une mauvaise chose, mais qui ont été voulus et pensés pour casser, justement, les héritages historiques des vieilles provinces. Vous savez qu'on a mis la carte dans la faute à Rousseau. Au tout début, dans leurs rêves les plus fous, ils avaient inventé, les révolutionnaires, 80 départements carrés. Parce que voilà, plus de Bretagne, plus de Provence, des départements carrés. C'était tellement fou que là, il y a eu quand même une impossibilité. Alors on a fait des départements. Bon, alors voilà, donc quand nous disons, quand on lit sur la faute à Rousseau, la République change le peuple, évidemment, on sait bien que ce n'est pas seulement ce problème dont nous allons parler ce soir, mais qu'on parle d'abord et avant tout de cette fracture idéologique, de cette rupture idéologique qui commence en 89, en 93. Jules Ferry, qui veut organiser le monde sans Dieu et sans roi. Donc, nous qui avons souvent dit que nous sommes réactionnaires, comme le dit Edgar Morin dans sa vidéo récente que nous avons passée dans la faute à Rousseau, le terme, il ne le prend pas lui-même d'une façon péjorative. Il rappelle les trois grands courants de pensée et il dit, bon, il y a le courant révolutionnaire, c'est Marx, il y a le courant libéral, c'est Tocqueville, et puis le courant réactionnaire, c'est Maurras. Donc dans l'esprit de Morin, qui lui-même est révolutionnaire, ça n'est pas péjoratif, c'est un courant de pensée. Alors, quand nous disons donc que nous sommes réactionnaires, eh bien, évidemment, nous ne perdons pas de vue que même si aujourd'hui, d'un coup de baguette magique, imaginons que l'ensemble des immigrés auraient quitté le pays, eh bien la France, le pays réel, serait toujours malade, il serait toujours en danger de mort parce qu'il est attaqué par cette république idéologique, par cette révolution qui veut le priver de ses racines, l'éloigner de ses racines, qui s'est voulu penser construite en dehors, sans et contre nos racines. Alors, ceci étant dit, et je vais te passer la parole Alain, ceci étant dit, évidemment, ce problème touche la France, bien sûr, c'est pour ça qu'il nous concerne, mais il faut être lucide, il touche aussi toute l'Europe. Même, il touche tout le monde blanc. Enfin, on ne va pas aller jusqu'en Australie, jusqu'au Canada. On va se centrer sur la France et sur l'Europe. Et nous sommes de fait solidaires avec les autres pays européens. Il y a de fait une solidarité entre toutes les cultures du grand continent européen dont nous faisons partie. On ne réglera pas le problème rien que pour nous, rien qu'en France, pour la seule France. Donc, il s'agit d'un sujet de première importance qui ne peut bien sûr qu'être angoissant. Parce qu'il faut être réaliste, on voit bien ce qui se passe. Ça n'est pas non plus, on ne peut pas non plus croire que tout va bien. En même temps, on voit bien que se dessine, et là aussi dans toute l'Europe. Comme je vous le disais à l'instant, tout à l'heure Gérard parlait, on verra un peu en Italie, il y a quelque chose qui se prépare peut-être. Donc on voit bien que se dessine, et dans toute l'Europe, des puissants mouvements de réaction. Et si on parle d'angoisse, eh bien on a quand même des motifs, non pas d'optimisme, qui n'a rien à voir là-dedans. L'optimisme, ça n'est pas intéressant, mais d'espérance. Voilà. Alors, Alain, je pense avoir envoyé le sujet relativement rapidement. La parole, maintenant, t'appartient. Voilà, de toutes les idées que François a évoquées, alors moi je vais me limiter au problème de la nation, en fait. Alors, je voudrais vous faire un exposé en deux parties. Une partie qui sera d'abord informative, un historique tout simplement de notre nation. Pourquoi cet historique qui vous paraîtra un peu une encyclopédie au rabais par certains aspects? Parce qu'il y a une idée qu'on entend tout le temps aujourd'hui, à savoir que la France aurait été traversée par toutes les invasions possibles, qu'il est très difficile de définir quoi que ce soit de français. On va voir que c'est faux, en fait, et que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces 20-30 dernières années, la nation française peut se définir de manière assez claire. Ça, c'est la première partie. En seconde partie, qui est beaucoup plus ambitieuse, là, je voulais parler d'idées. Alors, comme je pense qu'il y aura des interruptions liées au dialogue qui va s'instaurer entre nous et vous, il se peut que je ne traite qu'une partie de cette seconde partie, qui est justement les deux thèses qui se présentent aujourd'hui
pour parler de la nation. Quels sont les deux discours qui se posent aujourd'hui par rapport à la nation française? Le nôtre, et qui est partagé plus ou moins par d'autres, et le discours inverse. Voilà. Alors je vais commencer, si vous le voulez bien, par l'historique de la nation française. Alors, quand on fait l'histoire d'une nation, on ne peut pas remonter aux époques antéhistoriques, en fait. Hein. Quels sont les premiers peuples qui ont vécu chez nous, qui s'appellent Ibères, Ligures, ou personne n'en sait trop rien. Quels sont ceux qui ont construit les grands mégalithes? Ça se perd. En fait, on peut parler de début de ce qui va être la France, de la pré-France, on pourrait dire, de la pré-nation, avec l'invasion celtique. Vous savez que les Indo-Européens sont l'ensemble des peuples qui ont finalement essaimé, on peut dire, de la Grèce à la Norvège et de la Bretagne jusqu'à très loin, jusqu'à l'Oural. Les 9/10 des peuples européens sont indo-européens par leur culture. Hein. On ne parle pas de race, mais enfin, il faut bien supposer que ces gens-là avaient quelque chose de commun aussi. Tout le monde actuellement admet qu'il y avait un peuple certainement indo-européen il y a quelques 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Mais ça, c'est une supposition. Alors, donc, au départ, l'invasion indo-européenne, les Celtes. La base de la France, au départ, c'est un peuple celtique. Les Romains parlaient même des fois de Celto-Ligure pour la partie qu'ils ont occupée et de Celtibère pour la partie qu'on appellera Guyane et Gascogne après. Et après, c'était la Celtie pure pour tout le reste de la France. Ce substrat voit arriver, il faut aller très vite, le superstrat romain. Alors, le superstrat romain, en fait, au point de vue de la population, puisque là, c'est ce qui nous intéresse, n'a touché vraiment que la Provincia Romana, qui correspond presque exactement au Languedoc historique, avec les deux morceaux, au Dauphiné et à la Provence. Pour tout le reste, c'est uniquement un superstrat culturel. Et d'autant plus important qu'on ne parle plus une langue celtique. Ça, c'est un problème qui est intéressant, qui n'a pas de réponse. Les Celtes ont été incapables, apparemment, dans l'Europe, de garder leur langue. Puisque même si je regarde la République d'Irlande, actuelle, qui a comme langue officielle, à côté de l'anglais, en premier le gaélique, ben c'est à peine s'il y a 10% des Irlandais de l'Irlande, de la République d'Irlande, qui le parlent. Ben alors en Gaule, c'était encore plus net. C'est vrai qu'on a énormément de racines celtiques dans nos mots, mais qui sont passées par le latin, par le bas latin. On parle d'une langue romane. Donc le superstrat romain, il est moins important peut-être pour la population qui s'est installée, sauf dans la partie que j'évoquais, qu'au point de vue culturel. Alors ça dure encore des siècles. À partir du 4e, 5e siècle, arrivaient des Francs, et pas simplement des Francs. Tout le monde se rappelle les Alamans, les Burgondes, les Goths, etc. Alors là aussi, l'apport au point de vue population est bien plus grand. Si on se réfère au patronyme, au nom des familles, hein, au nom des familles, au nom des lieux, on peut supposer qu'en gros, si on veut vers le 6e siècle, quand ces grandes invasions s'arrêtent à peu près, la Gaule est ce qui va être la France, ou la France, on peut déjà le dire, la Francie, la Gaule, est un pays peuplé de Celtes, de Gallo-Romains, de Celtes romanisés au sud et de Celtes germanisés au nord. Voilà en gros la situation qui sera celle de la France. Vous voyez qu'on est loin des invasions permanentes pendant des siècles. Alors, petite interruption vers le 9e siècle, puisque là, il y a la triple arrivée, mais finalement très superficielle, en fait, qui a fait beaucoup de bruit par le mal que ça a apporté au début, mais pas tellement par l'implantation. Les Hongrois, les Sarrasins et les Normands. De ces trois populations des Hongrois, il ne reste que quelques noms. Il paraît qu'il y a un village qui s'appelle les Alains, hein, qui serait lié aux Hongrois, puisque nos ancêtres croyaient que les Hongrois, les Scythes, les Sarmates, les Alains, c'était tout le même peuple. C'est vrai qu'ils avaient des points communs, hein, mais les Hongrois n'étaient pas du tout des Scythes. Hein. Bon, l'invasion hongroise, personne ne s'en souvient. L'invasion sarrasine, donc l'invasion arabe, arabo-berbère, il vaudrait mieux dire, qui a fait énormément de mal et beaucoup de peur, mais bon, là, quelques restes, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Leur dernier bastion fut la gare de Fresnay, hein, qui est resté longtemps l'endroit où les pirates sarrasins continuaient d'écumer autour d'eux. Seuls les Normands ont joué un rôle, mais alors limité à l'ancienne Neustrie, la partie nord de la Neustrie qui est devenue Normandie, terre des hommes du Nord, mais ça n'a concerné que. Donc on peut dire que si on se fige par exemple au XIIIe siècle, au cœur du Moyen Âge, XIIe, XIIIe siècle, ce qu'on appelle la France, la nation, qui prend forme, hein, parce qu'à côté de ça, il y a les batailles comme Bouvines qui font se créer aussi un patriotisme balbutiant, hein, mais bien réel. On peut dire que ethniquement, il faut bien employer quand même ces termes-là, c'est un peuple celte, romanisé au sud, germanisé au nord, ça n'est rien d'autre. Au point de vue géographique, là j'en dis juste un mot, l'idée ancienne de la Gallia, qui doit s'étendre des Pyrénées jusqu'au Rhin et de l'océan jusqu'aux Alpes, est présente dans tous les esprits, aussi bien chez les nouveaux arrivants francs, goths et autres, que chez les anciens romains. L'idée de Gallia. Donc, il y a aussi cette idée que la nation, c'est pas simplement ce peuple celtique germanisé, romanisé, c'est aussi cet ensemble géographique, naturel, on pourrait dire, et on y a tous cru, les rois, la Révolution, l'Empire, tout le monde a cru que la Gallia, c'était cet ensemble-là, la France. Point de vue mythique, j'en parlerai pas, mais ce serait intéressant de le voir, l'idée que les Français sont un descendant des Troyens, donc d'un peuple en fait mythique, mais brillant parce qu'il il est sorti victorieux du massacre de Troie, et à l'égal de Rome qui avait né, nous on aurait eu Francion, qui serait soi-disant, évidemment c'est faux, le descendant d'un Troyen, et Francion c'est soi-disant la souche des Mérovingiens, vous savez, ça c'est l'idée mythique. Et évidemment, religieusement, le christianisme est, on peut dire, l'âme de cette nation française. Eh bien, cet ensemble ethnique culturel tel qu'on l'a défini, il dure tout le temps. C'est même si évident qu'à cette base, on peut dire gallo-germanique, qu'à la Révolution, des penseurs extrémistes vont se référer à ces deux racines pour inaugurer une espèce de guerre des classes. L'abbé Sieyès dit que le peuple tiers-état, c'est les Celtes, c'est les Gaulois, alors que les Gaulois et les Francs sont tous bien mélangés, qu'ils étaient très proches en plus. Hein. Le peuple, c'est les Gaulois. Et d'un autre côté, il y a des aristocrates comme le comte de Boulainvilliers qui inventent que la noblesse descend uniquement des Germains, des Francs, et que c'est par droit de conquête. Alors tout ça, c'est faux, mais ça montre bien que l'idée gallo-germanique, et évidemment, personne ne remet en question la romanité et la catholicité, cette idée est bien présente dans les esprits. Alors, au XIXe siècle, aucun changement. On a beau apporter la guerre partout en Europe avec l'Empire, le peuple français reste ce qu'il est, en fait. Il faut vraiment attendre, là, on a fait très vite, vous voyez, la belle époque et le début du XXe siècle pour un début de changement. Alors, quel changement? C'est l'arrivée de 4 flux migratoires assez légers, que sont les Belges, les Italiens, les Polonais et les Arméniens. Alors c'est évident que c'est la première fois dans notre histoire que des gens qui ne sont pas de la souche gallo-romano-germanique dont on vient de parler abondamment, viennent chez nous. Mais l'intégration, puisque ce mot existe, me paraît facile. Et pourquoi est-elle facile? Parce que ces 4 peuples-là ont en commun, à mon sens, d'être des peuples européens, donc de mœurs européennes, d'être en plus des peuples catholiques, polonais, belges, italiens, arméniens, et au moins pour 3 des 4, en plus latin. Donc ça pose pas grand problème, en fait. Vous voyez, ça c'est la situation, on peut dire en 1910, en gros. Alors la même chose se reproduit à cause de la guerre d'Espagne, avec le flux migratoire espagnol, c'est comme le flux migratoire italien, et portugais juste après la guerre dans les années 40, 50, 60. Jusque-là, on peut dire que la France correspond, la nation correspond à la thèse qui est la nôtre avec ces éléments latins supplémentaires qui s'y sont installés. Le fait qu'ils s'y installent très vite me fait penser à un point sur lequel on ne parle jamais, les prénoms. Tous ces gens qui sont venus chez nous ont pris des prénoms français. Vous avez un Italien qui s'appelait Giovanni, son fils s'appelle Jean.
j'ai des copains arméniens, ils s'appellent Jacques, ils s'appellent pas Akop. Pourtant, il aurait bien pu dire, moi je m'appelle Akop, mais Akop c'est Jacques. Ils acceptent ça, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. Il y a cette idée que le prénom est une force. C'est très important le prénom, parce que le nom, il nous est, on peut dire, infligé, donné, c'est la lignée par les parents. Le prénom, c'est vraiment chacun de nous. Et alors, ce qu'on choisit comme prénom pour son fils ou sa fille, c'est ce qu'on voudrait qu'il soit. Les sociétés traditionnelles étaient très au point de cette idée de l'importance du prénom. Eh bien, tous ces immigrés, polonais et compagnie, ils ont tous appelé leurs enfants, non pas Tadeusz, Casimir ou autre, ils les ont appelés Tadé, Casimir, Paul, Jacques. L'intégration des prénoms est bien le symbole de ce qu'on dit. Voilà. Et alors, on arrive aux 30 dernières années. Aux 30 dernières années, et alors là, il y a l'élément quantitatif sur lequel on ne parle pas assez. Sont arrivées des populations très différentes venant d'Afrique et surtout d'Afrique du Nord. Alors, certaines sont francophones, d'autres ne le sont pas. Rarement chrétiennes, généralement musulmanes et ayant des habitudes vestimentaires et autres très très différentes de ce que l'Europe était habituée à voir. C'est en ce sens, contrairement à tout ce qu'on vous raconte dans les médias, que l'immigration actuelle est très différente de celle qu'on a pu connaître avant. Et d'ailleurs, j'ai jamais entendu mes parents parler d'immigrés pour parler de collègues italiens qui travaillaient avec mon père. J'ai jamais entendu ça, moi. On voyait par un patronyme qu'un nom en I ou en O devait être peut-être corse ou italien, on n'en savait rien en plus. Ça ne choquait personne. Hein. Alors que maintenant, on parle des immigrés. Et ça vient des deux côtés. C'est aussi bien leur difficulté, mais ça, j'embraye déjà sur la seconde partie, mais ça vient aussi bien de leur incapacité à s'intégrer qu'au refus des Français de souche de les intégrer. C'est un fait que c'est comme ça. Hein. Donc c'est la première fois que il y a une immigration qui est dure à supporter. Voilà où nous en sommes. Donc. Et alors l'aspect quantitatif est très important. Personne n'a été choqué par l'arrivée de 200 000 harkis ou par personne n'a jamais été étonné par la présence d'Antillais. Mais alors quand c'est des centaines, avec François, on a parlé des chiffres. Les chiffres font peur, et encore les chiffres de l'État. Hein. C'est par millions qu'il faut compter. Hein. C'est par millions. Et alors en plus il y a la branche immigrée, la branche étranger. Alors, la qualité d'immigré, on la garde toujours. La qualité d'étranger, elle peut changer si on est nationalisé. Vous savez qu'il y a un droit du sol particulièrement laxiste en France, sans aller comme l'Allemagne au droit du sang allemand. Il devrait y avoir une espèce de solution intermédiaire, quoi. Hein. Voilà, donc des millions de gens qui ont du mal à s'intégrer, et de leur faute, et de la nôtre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, on est vraiment face à un gros problème. Voilà. Alors je m'arrête un instant. Est-ce qu'on peut évoquer déjà des points sur cette historique que j'ai essayé de vous faire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru dignes qu'on les exploite? Oui. Alors, la même chose, en fait. C'est. Mais l'un devrait entraîner l'autre, quoi. Ça fait partie de. Oui, oui. Alors là, je suis évidemment d'accord avec ce que vous dites. Le problème vient du fait que la France a créé une véritable pompe aspirante avec ses droits donnés à tout le monde. Alors que quand la France était très riche, c'est vrai qu'elle a eu un empire colonial, qu'elle se sent une espèce de dette. Il faut admettre ces choses-là aussi. On a été quelquefois les embêter chez eux, se dit, ma foi, on l'a un peu fait. Mais quand on était très riche, très fort, qu'on ait mis cette pompe aspirante, passe. Mais maintenant, c'est plus possible. Et effectivement, les gens profitent, comme vous dites. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Parce que sinon, il n'y aurait que les francophones, les Turcs qui viennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. Il y a quelques années, il y a 10 ans, l'Allemagne a viré des Turcs. Ils en gardent certains. Ceux, ils ne deviennent jamais allemands en plus. Hein. Vous savez qu'en Allemagne, il faut être allemand, de père ou de mère, ou les deux, je ne sais pas, pour avoir droit à être allemand. Et ils ont viré, ils se sont installés en Alsace et en Lorraine. Voilà, bon. C'est évident qu'il y a ce que vous dites. Seulement, il ne faudrait pas, je me permets d'accord à 100%, hein, je mettrai ce petit bémol. Bon, il y en a quelques-uns
qui cherchent à s'intégrer. Je l'ai vu en tant que prof, moi, ça. Avec les parents d'élèves, j'ai vu quand même des familles de Maghrébins où les femmes ne se distinguaient pas des femmes françaises. Alors après, le problème religieux, mais ça, c'est un autre débat. Hein, ça, c'est un autre débat, hein, dont on dira deux mots en plus. Mais voilà, donc il y a quand même un peu la contrebalance de ce que vous disiez, heureusement. Moi, j'avais travaillé sur le sujet, donc je voulais finir. Alors, du nombre Moi, ça me rappelle quelque chose de très intéressant. Il y a pas longtemps, on a passé donc dans la faute à Rousseau une très courte vidéo d'Hassan II, qui met un peu tout le monde d'accord, parce qu'il explique à Anne Sinclair, c'est très court, ça dure 3-4 minutes, et il lui dit, mais l'émigration traditionnelle chez vous, en France, était Est-Ouest. Elles étaient intra-européennes, et comme tu dis, de gens qui fondamentalement avaient les mêmes valeurs. Oui, alors que maintenant c'est Nord-Sud. Et Hassan II dit à Anne Sinclair, qui n'en croit pas ses oreilles, il dit, je parle pour les miens, pour mes Marocains, mais ces gens-là ne seront jamais 100% français. Alors lui, il parlait que pour les Marocains, mais c'est évident qu'on peut étendre la chose. Donc, regardez sur la photo, c'est très court, ça dure peut-être même 5 minutes. Voilà, et Laurent Sinclair n'en revient pas, mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, la plupart nous appellent les Français. Oui. Alors c'est sûr que la République joue le sale rôle, c'est-à-dire que, étant donné qu'on est dans un régime où tout peut être dit, la liberté totale, à la limite il peut ne plus y avoir de France, quoi. Si tout est libre, vous comprenez, il n'y a pas de principe absolu dans l'idée républicaine. Alors, malgré ça, République ou pas, c'est une situation réelle qui nous touche aussi et qui ne peut pas être, à mon avis, solutionnée, résolue par uniquement de la violence, ou alors, je ne sais pas où on va. En tout cas, c'est un fait que c'est européen. C'est chez nous que c'est le plus vif, à cause de cette espèce de pompe aspirante que nous évoquions, mais c'est vrai partout. Rendez compte, les Suédois, les gentils Suédois, dont on vante toujours la démocratie absolue, là, ils ont un petit parti nationaliste, très, très modéré, un peu comme le Front National en France, hein, mais ils n'en avaient pas avant. Et la seule raison, c'est ça. C'est pas des problèmes économiques ou autres. Hein. C'est pas religieux non plus. Là, ce que vous avez eu la gentillesse de relier à la religion, ça, on n'est pas nombreux à le dire, ça. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ça, qui se fichent royalement de la religion. Hein. Simplement, ils voient, il faut bien tenir compte de ça. C'est un fait qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas religieux et qui voient l'immigration comme un fait dangereux en soi, humainement dangereux. Alors il faut faire attention non plus que ça n'amène pas au fascisme, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette idée. Nous, il y a l'idéal chrétien, c'est la perfection, ça. Mais malheureusement, cette perfection est fort loin de la réalité. Réalité que les gens sentent souvent comme l'intrus qui vient nous déranger, qu'il faut virer. Voilà, en gros, souvent la façon de penser et qui n'a rien de charitable non plus. Hein. Voilà. Oui. Quand vous avez parlé des Arméniens, oui. Les Arméniens sont venus, disons, ils ont débarqué à Marseille, alors qu'ils n'auraient jamais dû descendre du bateau. Le bateau s'était arrêté, les bateaux se sont arrêtés à Marseille pour faire le plein, disons, de charbon et de nourriture et d'eau. Ils devaient repartir sur les États-Unis. Ah bon. Aucun Arménien ne devait descendre à Marseille. Mais seulement, comme il faisait une chaleur épouvantable, il n'y avait pas l'air conditionné, il n'y avait pas la glace, il faisait une chaleur épouvantable dans ces bateaux en fer. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont descendus. D'intégration ou d'assimilation, je ne sais pas comment il faut dire, absolument parfait. Ouais. Absolument parfait. Alors, oui. Auguste. Je crois que dans l'attitude de la religion, c'est-à-dire de ce problème, il faut distinguer la position que l'on a vis-à-vis d'un individu et la position qu'on a vis-à-vis d'une collectivité. Moi, quand je rencontre un étranger, quel qu'il soit, s'il est en difficulté, je suis prêt à me couper en 4 pour lui faciliter les choses. Mais je ne le ferai pas avec une collectivité, c'est suicidaire. Surtout quand cette collectivité prend quelquefois des allures conquérantes. En plus, il y a ça aussi, parce que c'est la première fois qu'on demande aux gens qui accueillent, c'est-à-dire aux Français de France, c'est la première fois qu'on demande à ces gens-là de faire des courbettes à ceux qui le reçoivent. En général, c'est le contraire qu'on dit. Soyez gentils chez les gens qui vous reçoivent. On ne demande pas à ceux qui reçoivent d'être gentils en premier, quoi, voilà, en plus. Alors, ça me donne l'occasion d'embrayer sur la seconde partie
qui est plus idéologique. Là, je vais quand même la réduire. Alors, face à ce constat, donc cette vision historique de la nation remise en question par cette immigration nouvelle et différente, il y a deux grandes thèses qui s'offrent à nous. Une qui est une thèse que vous entendez sur les ondes et qui est très répandue, mais qui ne me paraît pas du tout majoritaire dans le peuple, hein, et une autre qui est l'attitude nationaliste. Je vais commencer par la nôtre, ça passera vite, puisqu'on est tous d'accord et qu'on sait de quoi il s'agit, en gros. Hein. Alors, l'attitude nationaliste consiste à dire que la nation n'est pas neutre, en fait. C'est vrai qu'elle évolue, parce que nos adversaires nous disent ça. Mais la France évolue, vous parlez de la France comme si elle était figée. Elle évolue. Oui, elle évolue, mais à partir, comme un arbre pousse, à partir de racines particulières. On veut bien qu'il y ait des changements dans cette évolution, comme d'ailleurs l'ont marqué l'évolution par les immigrations antérieures, on veut bien qu'il y ait ça, mais on est quand même perplexe face à une modification, une altération de la chose. Vous voyez, ceux qui disent que la nation évolue et qui voudraient partir de là, simplement qu'ils nous le disent. Ils confondent changement, évolution et altération. Alors nous, justement, nous considérons qu'il y a un héritage à défendre. Alors, c'est tout ce que nous disions là, l'héritage français, on peut l'appeler romain, on peut l'appeler chrétien. Je crois quand même que la France a deux sources, hein, une qu'on préfère bien sûr, mais la France a deux sources, il y a Saint-Louis et Voltaire. Ça, on peut pas le nier. On ne peut pas le nier, ça. Hein. Et justement, c'est un argument de plus pour nous, parce que l'islam chez nous, c'est ni Saint-Louis ni Voltaire, hein. C'est quelque chose qui a aussi peu de rapport avec l'un qu'avec l'autre. Une immigration incontrôlée et je dirais entre guillemets sauvage, je prends mes précautions, serait tout aussi étrangère à la France de Saint-Louis qu'à la France de Voltaire. Hein, vous voyez, même si on prend en compte les deux traditions de la France, celle de la France ancienne, de la base de la France, et celle de la France des Lumières. Hein, vous voyez. Donc, pour nous, il y a un héritage. Alors, bien sûr, nous pensons, oui. Si vous permettez, oui, je vous en prie. Concernant Voltaire, dans ses écrits, c'était quand même quelqu'un qui était profondément hostile aux populations susceptibles de venir du sud comme du nord, d'ailleurs. C'est ce que je dis. Il parle souvent oui. des Lapons, des nègres. Et ah oui. Il est joyeusement raciste. Il va même très loin. Antisémite. Il va même très loin. Ça, c'est clair. Ah oui, oui. Mais donc, je veux dire que même si quelquefois, si on veut sortir, voilà, mais à partir de ce que... C'est pour ça que j'ai cité Voltaire, en fait. Et toutes les Lumières, vous pourrez citer Diderot, pareil, hein, toutes les Lumières se rangeraient, disons, dans le même sac européen que le sac traditionnaliste, quoi. Voilà, hein, vous voyez, même si on ne voit pas les choses pareilles. Voilà, donc, alors, c'est évident que dans cet héritage, nous, on privilégie l'aspect royal, et on a raison, puisque je pense que si déjà les pays monarchiques comme l'Angleterre et l'Espagne, même si ce n'est pas des monarchies pleines entières, ça marche mieux qu'avec nous. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont un État qui est à la couleur, pas, je veux dire, de la peau, hein, mais à la couleur de leur histoire. Alors que nous, en République, on ne peut pas l'avoir, ça. Vous vous rendez compte, le symbole de Marianne, même si ça peut apparaître sympathique, à côté des autres symboles. Moi, je m'intéresse à la Russie. La première chose qu'ont fait les Russes quand ils ont vu que les communistes arrivaient à rien, qu'ils étaient mauvais, quoi, qu'ils avaient appauvri le pays, ils ont ressorti l'aigle à deux têtes. Alors, même s'il est vrai que l'étoile rouge, ils en sont très fiers et toujours sur les avions, eh ben, c'est l'aigle à deux têtes qui fait partie des armoiries de la Russie. Hein? Donc, et nous, on n'oppose pas grand-chose à ça. Pour que la démocratie ait eu un sens, mais comme dit Rousseau, il faudrait que nous soyons des dieux. C'est là où ça aurait pu marcher, toutes ces belles utopies. Elles auraient pu marcher si on était vraiment plus fort que tout le monde. Et alors, on aurait pu, du haut de notre aura, faire profiter tout le monde des bribes de lumière qui seraient les nôtres. Mais ce n'est pas le cas, on est une nation moyenne. Et là, évidemment, il vaut mieux être en royauté, il vaut mieux un État fort, comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux des lois ad hoc que ce qu'on a aujourd'hui.
Alors ça, c'est la position nationaliste, qu'il ne faut pas outrer, mais qu'il faut exprimer telle quelle, sans aucune honte. Sans aucune honte. Hein. Alors, face à ça, il y a la position opposée. Alors, la position opposée, au départ, c'était tout simple. C'est la position cosmopolite qui consiste à dire, eh bien, la nation n'est qu'un cadre. La nation n'est qu'un cadre, un puzzle. Dans ce puzzle, on peut mettre ce qu'on veut. Tous les gens qui arrivent, ils peuvent y être. Alors, quand on leur dit faut un ciment, eh bien, la langue, pourquoi pas, au fond, la langue. À la limite, ils pourraient parler français, ça ne changerait rien. Hein. Alors, voilà, dans cette espèce de cadre vide, on met ce qu'on veut. Le pire, c'est qu'en plus, dans ce système-là, la tradition de souche, la tradition française, qu'elle soit d'ailleurs moyenâgeuse ou des Lumières, est considérée comme un élément, simplement, sans être dominant. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà. Alors, ça a été la première idée. Tout le monde peut devenir français. C'est le contraire des pangermanistes. Les pangermanistes, ils disaient tout le monde doit être allemand. Mais nous, c'est nous qu'on doit être tout le monde, en fait. C'est la France qui doit être le monde, en fait. C'est le contraire du pangermanisme. Au lieu, pangermanisme qui est absurde, de me dire que le monde entier doit être allemand parce qu'il n'y a que ce qui est allemand qui est bien. Nous, on dit, ben, finalement, on est bien gentils. Nous, c'est le monde, en fait. On peut tout accepter, vous voyez? Oui. Moi, je voudrais ajouter que les rois, ils avaient des droits de Dieu, quand même. Ils faisaient appliquer les droits de Dieu et c'est Louis rendait la justice sous le chêne à Vincennes. Tandis que la Révolution a coupé la tête au roi, il a aboli les droits de Dieu pour mettre les droits de l'homme. Voilà, oui. Oui. Il se met au-dessus de Dieu, l'homme placé au-dessus de Dieu. Oui, absolument. C'est ce que je comprends. Et des droits de l'homme, alors géolomiques, on pourrait dire comme l'Amérique et la Suisse, qui sont quand même moins bêtes que nous dans l'affaire qui nous touche. Hein. Allez demander à un Suisse, à un citoyen de Genève ou un gars du Valais s'il voit les choses comme voit notre pouvoir à nous. Pourtant, eux aussi croient aux droits de l'homme et au contrat social et tout. Vous voyez, je veux dire, nous, on a vraiment le pire des lots. Hein. Non seulement, on est dans le mauvais côté de l'erreur démocratique que vous soulignez, mais c'est tellement difficile de le prouver aujourd'hui. C'est évident que tout part de là. Tout part de là. Voilà. Mais même si on le met un peu de côté, on s'aperçoit que même ceux qui sont dans l'erreur démocratique, quelquefois, réagissent un peu mieux que nous, ont un peu plus de tenue. Hein. Ouais. Même Jeanne d'Arc disait vive le Christ qui est roi de France, oui. Et Messire et son lieutenant. Le roi, oui, bon, ça. Ne peut croire ce que vous dites que le croyant. N'oubliez pas que dans la royauté nouvelle, il y aura des gens qui ne croiront pas quand même en Dieu. Hein. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de barbus islamiques, je ne veux pas non plus qu'il y ait des barbus catholiques qui nous disent qu'il faut à tout prix croire. Hein. Voyons les choses. Chaque fois, vous citez Quand vous parlez des droits de l'homme, oui. C'est amusant vraiment à lire les droits de l'homme, parce que ceux qui avaient le droit de voter, il fallait être propriétaire. Ah bien sûr, mais c'est ce que les marxistes reprochent. Vous n'aviez pas le droit de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, et il y a une autre chose, pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de voter? Ça c'est le cas chez tous les peuples. Là. Oui, c'était très important, parce que les hommes politiques de l'époque savaient que les femmes, elles étaient croyantes, qu'elles étaient pieuses, qu'elles allaient à la messe même tous les jours, et pour qu'elles aient voté. Elles n'ont jamais voté pour un républicain, c'est pas vrai. Une femme, elle cherche la tranquillité, elle cherche la paix, elle ne cherche pas la guerre, donc elles auraient voté pour un député royaliste. Mais ce que vous disiez au début était bien plus important. Bien sûr, le droit de propriété qui est mis bien comme il faut. C'est ce qui fait que pour les marxistes, c'est insuffisant. Hein, vous voyez, bon, le marxisme maintenant est tombé en ruine, hein, mais eux, ils reprochaient aux droits de l'homme ça, de mettre la propriété quand même au centre de tout, l'idée de sûreté. Vous voyez, même ça leur plaisait pas. Certains cercles militaires, il y a un truc qui ressemble beaucoup, c'est la chute de l'Empire romain, ça ressemble à une... Alors là... je prends un exemple, parce que est-ce que vous parlez des Francs, ils ne sont pas rentrés comme ça en écrasant les armées romaines. Non, ils sont arrivés pas. À l'époque, c'était Constantinople vers la fin, 396, c'est Constantinople qui dirigeait l'empereur, et il y avait tous les plus forts, c'était les Visigoths qui avaient fait l'Empire, et il est arrivé l'un qui les ont massacrés. Et les Visigoths, ils étaient là, ils sont passés dans l'une, ils commençaient à se noyer. Et je m'excuse, hein, toutes les bonnes âmes charitables de Constantinople sont allées les chercher. Ils sont allés et ils leur ont donné la Bulgarie, tout ça. Ils sont allés leur porter secours. C'est passé comme ça, hein, ils leur ont donné, ils ont aidé, puis après ils sont installés. Je m'excuse.
Alain, dur, mais c'est comme ça que ça se passe. avant que tu reprennes donc la parole, je crois qu'on pourrait rappeler à tout le monde qu'on a mis les propos sur France Inter de Thomas Legrand tout récemment et de Philippe Val il y a 2 ou 3 ans, qui sont absolument ahurissants, qui expliquent que justement, avec la Révolution, il n'y a plus d'hérédité. C'est ça. Voilà. Et que maintenant, justement, n'importe qui peuvent dire. Voilà, c'est ça. De pingouins sur la banquise. Voilà, c'est ça. Voilà. Annonne 2-3 mots, ils sont français. Alors, donc, ceux que ça intéressera, lisez-les, c'est sur France Inter. Donc, et tant qu'il y aura des gens comme ça, qui ne sont pas stupides, hein, ils sont loin d'être stupides, mais ce sont des idéologues, et bien tant que ces théories-là auront droit de citer... Il faut partir de là. Et alors, ça se développe, ça. Ils se sont aperçus quand même que les théoriciens révolutionnaires, là, que cette idée que tout le monde peut être n'importe où, ça va créer du communautarisme. Après, il y a eu ce mot. Ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait quand même un danger de guerre intracommunautaire, qu'on voit d'ailleurs dans certaines banlieues apparaître en plus, hein, si on allait trop dans ce sens. Alors, ils ont surajouté à la théorie que nous évoquions, la théorie de communier autour des droits de l'homme. Voilà, ce qui définit le français, c'est d'être en fait un républicain droit de l'homiste, en fait. Voilà, c'est ça. Eh oui, vous vous rendez compte, c'est vraiment le réduire au plus bas et au plus fragile en plus, hein, vous voyez. C'est ça leur idée. Parce que quand on leur demande, mais cette nation multiculturelle, voilà l'autre grand mot qu'ils aiment tant utiliser, comment tiendra-t-elle debout avec les communautarismes? Non, mais tout, il n'y a pas de problème, c'est l'esprit des droits de l'homme mettra en prison toute personne raciste. Là, ils le disent aussi, vous voyez. En plus, ça les amène à créer une police de la pensée de plus en plus féroce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme il est impossible de dire un mot tranquillement en France, hein, alors qu'on pouvait parler plus librement il y a même 20 ans que ce qu'on fait aujourd'hui. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Il faut peser ces mots sans arrêt, hein. Et justement, ça tient à cette idée que voilà, la religion des droits de l'homme, quand même, c'est ce que l'abbé de Nantes appelait le masdu à une époque, un terme barbare, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. C'est lui qui avait inventé ce mot. Et finalement, ça correspond malheureusement bien à ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Alors le problème, c'est qui y croit, ça? Moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y croient. Je crois qu'il y a nos pseudo-élites, qui croient à ça. Je pense que ça va changer d'une façon ou d'une autre. Là, ça peut ouvrir le débat, oui. Je crois que la situation est grave oui. Aujourd'hui, très très grave. Parce que la France a perdu son âme. Il y a un monde, hein. Parce que là, voilà, et voilà, il y a un monde. Quoi qu'on dise, monsieur, il vaut mieux quand même voter, même si c'est un imbécile, pour quelqu'un qui est contre ce multiculturalisme encore. Il vaut mieux faire ça, hein, que dire ni droite ni gauche, nous attendons le chef, que nous suivrons le chef thaumaturge, charismatique. Et oui, mais ça c'est l'idéal qu'on a. Mais on n'est plus sous Saint-Louis et on est dans un régime pourri c'est ça en fait. Moi je crois que ça peut s'effondrer. Il y aura un effondrement. Dire dans ce cas-là, hein, moi je pense que ça touche toute l'Europe. Ça touche toute l'Europe. C'est évident, la France en premier, mais vous savez, moi j'ai de la famille en Angleterre, les choses vont pas tellement bien non plus. Hein. Et c'est quand même général. Hein, c'est quand même général. Alors il faudrait qu'il y ait ce sursaut, comme vous dites, qui ne soit pas violent au sens de cruel, quoi, voilà, et qu'il y ait un renversement seulement qui se solderait par quoi? Moi, quand je pense à ça, je me dis quel État africain recevra à nouveau des gens dont l'Europe ne voudrait plus. Ça se pose comme ça aussi, les problèmes. Je pose la question, moi, qui a été effleurée par François, mais qu'on n'a pas dit. Si la France était forte, les choses ne se passeraient pas tout à fait si mal. Voilà, hein. C'est évident que si on était plus identitaire, comme vous dites, plus avec une âme, voilà, avec la vraie âme, quoi. Même si elle est plus complexe que uniquement l'âme purement
chrétienne que vous dites, même si ça va un peu plus largement que ça, si la France avait son âme historique, ça serait quand même plus facile à résoudre. Parce que à tous ces étrangers, on dirait, ben voilà, c'est comme ça et pas autrement. Il y a des choses, chez moi, on mange comme ça, on vit comme ça. Or, la République ne peut pas le dire, puisque justement, elle est basée sur le néant de l'idée, sur l'idée qu'on ne peut rien dire de rien, que la liberté est absolue. Voilà, c'est ça la contradiction. Je pense que vous avez apprécié ce que vous a dit Alain. Je ne savais pas trop, je m'en doutais un peu, quelle tournure prendraient les événements. J'avais prévu, en guise de conclusion, de vous renvoyer vers cette vidéo de Bhoutan que nous avons mise sur le blog, dont je vous disais il y a 15 jours qu'elle avait dépassé les 11 500 téléchargements. Merci. Ce qui est très, très intéressant. Alors, dans cette vidéo qui dure presque 2 heures, Bhoutan dit énormément de choses, et notamment, et il parle, il y a plus de 20 ans, de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Alors, et il dit tout à fait une chose juste. En France, il y a bien place pour plusieurs communautés. La communauté bretonne, la provençale, mais pas pour 2 civilisations. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses qu'il dit, quand il parle justement de l'islam, parce qu'il parle de l'islam, mais il dit qu'il faudra les convertir, et il y faudra beaucoup de force et beaucoup d'amour. Et aussi alors, et je terminerai là-dessus, il parle justement de l'extrême faiblesse, c'est ce que vous disiez, de l'extrême faiblesse de notre société, de notre culture, héritage de ce combat dont je parlais au début, et il dit que si vraiment la France veut renaître, veut repartir, ce qui est tout à fait possible, il faut espérer, comme disait Bainville, pour des renaissances, il est encore de la foi, eh bien, il faut changer. Il faut changer de comportement, il faut changer de tout, et il emploie ce mot grec, la métanoïa. Il faut changer de tout. Il nous faut un changement, voilà, une conversion radicale. Je pense qu'en finissant sur ces pensées de Bhoutan, je vous encourage à regarder, à visionner sa vidéo si vous ne l'avez déjà fait, et à la faire visionner à d'autres. Je pense que là, notre réflexion de ce soir aura été assez cohérente, et je vois qu'elle a été assez animée, donc c'est un succès là-dessus. Je vous remercie, je pense qu'on peut remercier Alain, et on espère qu'il reviendra. Alors, évidemment, c'est un échec, parce que les politiciens n'en veulent pas, les politiciens qui vivent de Myrto n'en veulent pas, et d'autre part, Myrto elle-même, elle est beaucoup trop fatiguée, beaucoup trop usée par les plaisirs pour essayer d'imaginer une sortie par le haut. Échec du ralliement de la politique ecclésiastique. Deuxième échec, le vieil Eucher de Lille, c'est le deuxième conte. C'est celui du vieux parti républicain populaire. Voilà le vieil Eucher qui, jusqu'à présent, depuis des temps immémoriaux, parce que l'esprit républicain a toujours existé en France, se contentait de sa pêche qui ne profitait qu'aux gens des villes. Mais voilà que lui-même s'imagine avoir vu sous les eaux de l'étang, c'est-à-dire sous les eaux de la politique politicienne, un beau jeune homme qui est roi depuis toujours, et c'est l'utopie. Il s'imagine qu'il a une utopie. Alors il faut bien se remettre dans la situation de l'époque, dans ces années où Gambetta annonçait la naissance de la Grande République. Et la Grande République, eh bien, à chaque fois que le pauvre Eucher essaye de hisser sur sa pauvre barque, c'est-à-dire sur son parti, essaye de hisser cette imagination qui réside dans le bas des flots, eh bien, d'abord, il n'y arrive pas, et puis ensuite, quand il y arrive, eh bien, ce n'est jamais qu'un amas de détritus. Et le grand rêve républicain n'aboutit qu'à des composés totalement sordides. Et finalement, Eucher se rend compte qu'il n'arrivera jamais à rien. Deuxième échec. Et troisième échec, eh bien, c'est un conte-jeu. Et c'est le conte qui est intitulé « Les 2 testaments de Simplice ». Alors, Simplice, eh bien, Maurras le dit dès le début, c'est un gentilhomme, c'est en fait le parti aristocratique, c'est le parti de la haute classe française, après le parti ecclésiastique, après le parti populaire, eh bien, Simplice. Simplice, nous sommes à la fin du XIXe siècle, eh bien, il est en train de tout perdre. Tout perdre. Les châtelains ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Mais c'est par leur faute, c'est parce qu'ils ont le culte de la mort. Ils n'aiment que la mort. Et pour eux, l'essentiel de la vie consiste à avoir la paix et à s'organiser un petit univers parfaitement harmonieux où il n'y ait jamais question que de célébrer les morts.
toujours les morts. Donc il va dans les cimetières, il va dans les... Et voilà, il cultive les commémorations. Vous savez qu'en France, on adore cela. Et alors, il dresse un portrait qui est amusant, et puis quand on le suit pas à pas, on s'aperçoit que ça suit également l'évolution électorale de l'époque. Et donc il perd à chaque fois, alors qu'il tenait en 1873, il tenait entièrement le pays, ce parti. Eh bien, il perd progressivement toutes les élections les unes après les autres, au nom d'une conception qui ne lui fait aimer que deux maîtresses, qui s'appellent l'une Renée, l'autre Ambroisie, et qui dissimule son goût immodéré pour le libéralisme religieux et pour le libéralisme politique. Et malgré tout, ces deux maîtresses, qui sont quand même des puissances assez fortes, finalement le sanctionnent et le tuent. Et quand on fait le rapprochement, on s'aperçoit que ça correspond exactement aux élections de l'époque. Simplice, le Parti conservateur, il a toujours échoué, il a échoué, et finalement, il a laissé son testament à celui qui s'appelle « Je » dans ce conte, et qui n'est rien d'autre que Maurras, et il dit qu'il va en tirer une leçon. Et cela ouvre la troisième série qui s'intitule « Harmonie ». Harmonie, ça veut dire une synthèse, où il essaye de concevoir ce qu'il appelle et le génie ou le démon au sens grec du mot. Le démon religieux et le démon politique se trouvent associés dans de justes proportions, dans de justes composantes. Et cela donne une série extraordinaire. Alors, le premier des contes, c'est celui de la Bonne Mort, qui est l'un des contes que Maurras supprimera de son ouvrage par la suite, parce qu'il aura choqué un certain nombre de lecteurs. Il s'agit du jeune Octave de Fonclare, qui est un adolescent et qui fait partie du collège des 5 heures de Jésus et de Marie, et qui est, comme souvent les jeunes adolescents, qui ne peut s'empêcher d'avoir des imaginations que l'on qualifiera de luxurieuses. Voilà, et parce qu'il a beaucoup lu ça dans la bibliothèque de son père du temps de sa maladie enfantine. Alors c'est évidemment Octave de Fonclare. Fonclare veut dire Clairefontaine, ça veut dire celui de la vraie politique. Et Octave de Fonclare est tout simplement un symbole. C'est un jeune homme qui se trouve pris dans une structure ecclésiastique, car dans la ville où se trouve ce collège, il n'y a que des institutions ecclésiastiques. Donc on voit très bien qu'il appartient intimement à un milieu profondément religieux et profondément catholique. Et le problème d'Octave de Fonclare, c'est qu'il veut faire de la politique, c'est-à-dire se ressourcer auprès des forces naturelles. Et les forces naturelles veulent que l'homme veut la femme. C'est-à-dire que l'homme, le principe masculin, le principe politique masculin veut s'accoupler à la passion féminine correspondante. Il faut voir tout ça de manière allégorique, même si le langage est très parlant du point de vue simplement naturel. Mais en réalité, c'est purement et simplement allégorique. Et depuis le ralliement, depuis la doctrine du ralliement, cela lui est interdit. Alors on suit parfaitement le conte, et y compris au moment des élections. On voit très bien, dans 3 ans, dans 4 ans, est-il dit à un moment, et il s'agit des échéances électorales. Et Octave de Fonclare conçoit un projet. J'appartiens à la Sainte Vierge, j'appartiens à Marie. Il m'est interdit d'avoir des imaginations que l'on qualifie de luxurieuses, c'est-à-dire que les bons pères m'interdisent de faire de la politique. Eh bien, puisqu'il m'est interdit, au nom de Dieu, de vouloir que l'on aille à Reims, comme du temps de Jeanne d'Arc, puisque je ne puis plus, au nom du Sacré-Cœur, il est question du Sacré-Cœur, puisque je ne puis plus, au nom de la Vierge Marie, de dire aux Français: aujourd'hui, la situation de la France est telle qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller à Reims, puisque cela m'est interdit
puisqu'on m'ébascule, eh bien, moi, je dirais, au nom de la nature, nous irons à Reims. Je ne peux plus au nom de la grâce, eh bien, j'irai au nom de la nature. Je ne ferai plus ma démonstration dans l'ordre surnaturel, mais je ferai ma démonstration dans l'ordre naturel. Et j'aurai la Sainte Vierge pour moi. Et il fait ce pari, il va sortir, et il va en quelque sorte, alors c'est décrit sous la forme d'un suicide, mais un suicide qui est prodigieux et qui est prophétique. Le mot prophète est employé. Octave de Fonclare est comparé par Charles Maurras à Élie, dans le soleil levant. Et il fait son pari qu'il va poser un acte prophétique en se suspendant à un licou, mais qui n'est rien d'autre que l'amicte qu'il est allé prendre. Tout cela, il est allé le prendre, tous les instruments de son suicide, il est allé les prendre dans la sacristie de la chapelle du collège des 5 heures de Jésus et de Marie. Tout cela est prodigieusement allégorique. Et il fait ce pari que ce suicide sera un suicide prophétique. Et la Sainte Vierge, évidemment, l'accueille dans cette nouvelle fonction qu'il va exercer au-delà de la mort, de la bonne mort. Si cette explication est vraie, et elle est vraie, elle demande à être précisée, c'est tout, et je le ferai, ça transforme totalement la personnalité de Maurras. Et ça nous met devant un immense problème, nous Français. Je parle des Français qui ont compris ce qu'était l'histoire de France. Le deuxième conte, il s'agit du conte des serviteurs. C'est le seul conte de cette troisième série qui est servi à la condamnation de 1926. Je parle des textes, parce que la condamnation a été faite, comme on le sait, dans des conditions totalement abusives et arbitraires. Mais pour ce qui est des textes cités, les seuls textes cités sont tirés en fait de ce chemin de paradis et de ce conte des serviteurs, pris comme un éloge de l'esclavage, et où Maurras stigmatise le Christ hébreu. C'est une erreur d'interprétation totale. Évidemment, ceux qui se sont servis de cela, donc le cardinal Andrieux n'a fait que reprendre Passelecq, qui lui-même ne faisait que reprendre les libelles de l'abbé Pierre et des abbés Lugan et des autres abbés démocrates chrétiens, qui en voulaient à Maurras et qui n'ont rien compris à son œuvre. Mais là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement suggestif. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Criton. Criton est l'Athénien. Il meurt, donc c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est Athènes qui meurt, il perd sa femme, ses enfants, et il perd surtout ses esclaves. Et ensuite, il a une sorte de descente aux enfers un peu tragique, et puis ensuite, en quelque sorte, après avoir longtemps sommeillé, il renaît dans les Champs-Élysées. Il passe dans les Champs-Élysées, et après avoir longtemps sommeillé, il renaît dans les Champs-Élysées. Et c'est là qu'il retrouve ses serviteurs dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, et qu'il a une tentation de revenir sur terre, et cette tentation, il l'évite, il la récuse, et finalement, il brille comme un soleil. Alors, quelle est l'interprétation de ce conte? Elle est très simple, et je ne comprends pas comment elle n'a pas été trouvée. Pour moi un peu un mystère. Mais cessons de parler de nous, parlons de ce conte. Criton, c'est l'esprit critique. Criton, son nom l'indique, c'est l'esprit athénien. Voilà, il meurt. Et les esclaves, ce n'est pas du tout des esclaves. Éloge de l'esclavage. Enfin, ces clercs étaient des gens absurdes, ils n'ont pas compris le conte. Ce sont les arts qui sont au service de Criton, l'Athénien. Tous les arts étaient au service de l'homme athénien. Voilà, exaltation de l'homme. Cet héritage grec, qu'est-ce que la providence divine allait en faire? Car il faut se mettre dans cette perspective. Il y avait l'héritage hébraïque, l'héritage de Jérusalem. Mais c'est pas ce vers quoi Maurras